matin, je me lève. Ce matin, un matin comme tous les autres, je me débarbouille, m'habille, puis déjeune en m'amusant à regarder les passants au dehors. Mais ce matin, les rues sont plus calmes qu'à l'accoutumée. Rien d'intéressant. C'est dans ces conditions que j'allume la télé pour quelques informations. Le ton change. Alors que les présentateurs alarment une nouvelle fois, entre deux cours de cuisine et un tour du patrimoine, sur les séismes, la sécheresse, la nouvelle montée des prix, la surconsommation, l'immigration, la guerre. Sur mon téléphone, de nouvelles notifications et messages. Il semble, depuis un moment, que des mouvements de foule de tout genre, tant des manifestations mondiales que l'attaque en justice de l'État français, aient lieu au-delà de toute frontière. Il semble que le monde s'éveille, que le monde se lève, que le monde s'élève. Mais alors, comment va le monde ? Pour le savoir, il me faut entreprendre un long voyage. Celui-ci commence donc à Marseille, avec la Marche mondiale pour le climat. Moi, j'habite en Caroline du Sud, qui est presque de Floride. Je suis étudiant aux États-Unis, mais j'étudie en Italie cette semestre et nous allons faire une visite à Marseille pour ce week-end. Ouais, en Amérique, je suis un peu d'activiste pour le climat aussi, donc j'ai la connaissance de un peu les problèmes. Et en France, je vois que comme aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes avec la politique qui a beaucoup d'influence sur le climat. Aux États-Unis, c'est trop difficile d'avoir des policiers qui aident au climat parce que les business et les corporations ont beaucoup d'influence sur le gouvernement. Donc le lobbying fait ça. Les deux sont liés, c'est simplement qu'on peut faire être ensemble, créer la musique, ça crée aussi de la communauté, ça crée du bien-être, du vivre ensemble. C'est vraiment, je pense, tout ça qu'on doit combattre. Essayer de faire des gestes au quotidien. La marche, c'est un message important, je crois, qui doit passer. Et ma contribution, c'est aussi de faire la fête, parce que c'est une manière justement de vivre ensemble. Constat. Aux États-Unis, je crois que parce que nous avons beaucoup de personnes qui profitent du changement climatique, est trop difficile de changer les opinions des politiciens. Je pense que parce que les gens ne se sentent pas responsables, les gens ne le voient pas, les gens ne se disent pas ouais non mais c'est bon, de toute façon ça sert à rien, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle de machin. Et oui, et puis parce que c'est un truc qu'on ne vit pas vraiment, nous on le voit pas. On est dans une des régions du monde où le climat est encore le plus propice, on n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas de cyclone. La sécheresse, on la voit pas trop, la déforestation, on la voit pas trop. Mais par contre, et donc ce qu'on voit pas finalement, on se sent pas trop concerné. Et oui, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, mais je pense que de toute façon, c'est ce que je disais au début, les gens se rendent pas compte, c'est un peu le concept on est en train de foutre en l'air notre planète, mais vu qu'on le voit pas vraiment, il fait encore plus ou moins beau, ici c'est cool, on va à la plage. Vous voyez, imaginons qu'on était sur la Terre, on était tous des dindes, et on est nourris, on est abreuvé, on est au chaud, on peut dormir, puis on vit comme ça, et c'est magnifique parce qu'on a en abondance, on a tout ce qu'il nous faut. Et puis arrive Noël. Et le jour de Noël, qu'est-ce qui se passe ? Les humains, ils mangent les dindes. Et les dindes qui étaient si bien nourries, c'était parce qu'on allait les manger. Et là, en fait, elles n'ont pas vu venir. Et c'est ça, en fait, qui se passe. C'est un peu même pareil avec toutes les catastrophes, en fait. C'est tellement gros, je pense que les gens ne se rendent pas compte.
Mais on en voit déjà quelques-uns. Les conflits aussi sont créés par le réchauffement climatique, la désertification, tous les mouvements de population. Il y a au Soudan, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a plein de Soudanais qui viennent? Parce qu'au Soudan, il y a des sécheresses et évidemment, du coup, il y a l'accaparement des ressources par des groupes, des combats des guerres autour des ressources et ça va faire que ce empirer. Oui, non, c'est une vraie guerre informatique. D'ailleurs, mon métier, moi, c'est de faire la communication. Du coup, je sais bien, mais il faut se donner les moyens de la communication. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les armes de la communication contre ceux qui ont les moyens de communiquer. Et une communication qu'on peut faire, il y a l'ONU qui prévoit d'ici 2050 500 millions de réfugiés climatiques. Donc là, on est en train de faire des scènes parce qu'il y a 67 000 migrants qui arrivent parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Et imaginez 500 millions de migrants en réfugiés climatiques en 2050 et peut-être en plus demain, si on habite à côté de la mer et si la mer monte, bah, ce sera nous les réfugiés, on fera un peu moins les vagues. Non, je pense qu'il y a je pense qu'il n'est pas bien informé. D'ailleurs, vous voyez, c'est une personne qui finit d'aller dans le métro, les énormes panneaux des chasseurs là, qui disent que ce sont les premiers écologistes du monde, alors que c'est pas vrai. Je pense que le combat de l'information, le combat de la communication est hyper important, surtout aujourd'hui à l'ère de l'internet où en fait on peut tout trouver. Non, parce que les médias, chaque source de médias a des opinions qui ne sont pas très visibles tout le temps, mais ils sont part de reportage et quand on seulement consomme les médias sans être étudiant de les issues et les situations, on ne peut pas faire de bonnes décisions. Donc c'est trop important de faire de l'éducation d'une personne. Avec la politique, parce que chaque sorte de média a quelques personnes qui le contrôlent. Donc, c'est très difficile d'avoir un média qui n'a pas d'influence de quelque chose. Donc, je crois que non. On est dans une idéologie, on ne va pas la citer, le néolibéralisme, qui est une idéologie de la consommation, du profit à court terme, du gain personnel et qui a fait son chemin depuis les années 70 et depuis les années 80. Et je pense que dans la mentalité individuelle, il y a encore un travail à faire pour justement que le concept de commun, de bien commun, de génération future s'ancre dans les mentalités. Je prends le sens du libéralisme dans le sens liberté. C'est comme les libéraux d'ailleurs au XIXe siècle, c'est ceux qui s'opposaient à l'Église, qui s'opposaient au privilège de l'Église. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que je le prends, dans le sens libéralisme, liberté d'être, liberté de s'épanouir, liberté d'apprendre, liberté de se cultiver, liberté de se comprendre. Et le néolibéralisme, c'est une doctrine qui est née dans les années 70-80 avec Reagan et Thatcher, qui est de faire confiance à la main invisible du marché total, de tout déréguler, qu'il n'y ait absolument aucune intervention de l'État dans le marché, et du coup en fait ça a mené un peu ce qu'on voit maintenant avec une dérégulation globale et où on va dire le pouvoir politique est maintenant soumis au pouvoir économique et au pouvoir financier. Et c'est ça en fait, les dangers du néolibéralisme, c'est qu'il n'y ait plus aucun contrôle sur rien. Ouais, il y a beaucoup de désavantages avec le capitalisme, mais en même temps, les désavantages sont plusieurs parce que les corporations ont beaucoup d'influence sur les vies des gens. Et pour ça, les gens, les personnes ordinaires ne peuvent pas faire facile de la progresse dans le système. En Amérique, oui, nous
nous savons ça. Et donc, le capitalisme est d'avantages et désavantages en même temps. Ouais, c'est beaucoup contre de la nature parce que nous consommons beaucoup et le matérialisme fait ça et le matérialisme nous influence de faire des décisions qui sont trop mal pour la planète. Je pense qu'il faut prendre en compte les communs. C'est récupérer, retrouver les communs. Penser commun, ça veut dire, c'est pas communisme, c'est penser commun. C'est la gestion commune des ressources, la gestion commune des ressources, qui sont des ressources énergétiques, les ressources sociales, les ressources humaines, les ressources culturelles. Essayer de démonter un système de pensée qui veut que du bien individuel et du profit à court terme, en fait. Et retrouver du commun. Tout est une vue de l'esprit, même les biens communs, c'est une vue de l'esprit. Après, la société, c'est ça, hein, c'est des inventions. Le monde dans lequel on vit, le monde social dans lequel on vit, c'est inventé, on invente, c'est son esprit. Du coup, autant créer quelque chose de positif. Après, j'en sais rien, moi, oui, c'est une vue de l'esprit. Mais les droits de l'homme, c'est une vue de l'esprit aussi, mais c'est une meilleure vue de l'esprit qu'une vue de marché. Contre la privatisation de tout ce qui est énergétique et créateur de ressources énergétiques. Parce que l'État a comme mission, justement, de défendre, de protéger le bien commun. Il fait ça, pas pour lui, c'est pour le bien commun, pour la société. Alors que les sociétés privées, elles le font pour leur intérêt, les intérêts privés. C'est aussi simple que ça. C'est une blague. Et puis ça veut dire que c'est qui décide, c'est les actionnaires. Tout à coup il y a un barrage qui n'est plus assez rentable, ou un barrage qui n'est plus assez rentable, je sais pas ce qui va se passer. Ou alors ça va être l'utilisation de matériaux à moindre coût pour maximiser les bénéfices, j'en sais rien. Mais on sait bien que le privé, c'est pas une solution. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui a été fait pour le rail. En Angleterre ou en Suède, ils veulent tous renationaliser parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a plus d'accidents, parce que les employés sont exploités, parce que les matériaux utilisés sont bons. J'ai l'impression qu'il y a de l'avenir dans les marins, c'est quoi, Tidal. Je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans. Après, on est dans un système qui empêche un peu l'éclosion de véritables alternatives et de véritables innovations. Il y a un truc qui est pas mal, qui est en train d'être développé, c'est l'énergie des vagues. En fait, c'est une espèce de gros truc là, des flotteurs qu'on met dans la mer. En fait, en bougeant avec les vagues, la construction de panneaux solaires, c'est ultra polluant. Le truc le plus important, c'est surtout de se demander comment on peut faire pour consommer moins d'énergie. C'est surtout ça qui est le plus intelligent. C'est pas de trouver absolument des techniques pour produire plus d'énergie, c'est surtout de trouver des techniques pour en consommer moins. Et ça, on n'en parle pas assez. Un danger important alors qu'on peut trouver des énergies qui sont moins dangereuses. Mais bon, par contre, ça dégage un peu moins de carbone que le reste pour le réchauffement. D'ailleurs, il y a un super film qui s'appelle Into Eternity. C'est un film documentaire sur justement l'enfouissement des déchets nucléaires dans des mines là, et tout machin, et qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures. Ça peut faire combien? Ouais, c'est un peu mal bas, ouais. A lot of companies in the USA invest a lot of money into lobbying for fossil fuels that are not renewable, that we will never get back. We use it because we've always used it. We've used it for hundreds of years. It's also difficult for companies who do things like solar energy and create solar cells and things like that to start up because of all of the influence that those fossil fuel companies have over our government.
C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est un problème aussi. C'est plutôt du coup les agricultures intensives. Après, on peut trouver un équilibre, mais c'est vrai qu'on va nous dire, hey, on a besoin, les paysans vont dire, on a besoin de bouffer, on a besoin de nos vaches, on veut nous nourrir, de gagner notre vie. Les gens disent, ouais, on doit manger. Mais il y a moyen, il y a des modèles qui existent, il y a des modèles coopératifs qui existent, il y a des modèles raisonnés, il y a la permaculture, il y a plein de choses à faire. Simplement, ça doit changer un peu à tous les niveaux, au niveau politique, mais au niveau individuel. C'est des méthodes d'agriculture qui travaillent avec la complémentarité des différentes espèces qui sont cultivées. Donc une première espèce en fait va attirer des pucerons, donc il n'y aura pas de pucerons sur d'autres espèces, qui va permettre de se développer. Je conseille aux gens de plutôt aller voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, mais je pense que c'est utiliser ce que la terre, les terres et les plantes offrent déjà sans avoir trop d'intervention humaine et d'intervention chimique. Et sinon, mais ouais, en fait, il faudrait favoriser pour les transports courts, les transports en commun, voies propres pour les trams, pour les bus, pas de voitures, du vélo. Le vélo, c'est génial. Le vélo, ça nous rend en bonne santé, ça nous fait prendre l'air, c'est du sport, ça prend beaucoup moins de place que les bagnoles et ça rend l'air plus respirable, c'est vraiment génial. Et c'est une question politique, hein. Aux Pays-Bas par exemple, c'est parce qu'à un moment les politiques dans les années 80 se sont dit il y avait des embouteillages partout, donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des vélos. C'est juste la volonté politique. Mais bon, en fait, le problème, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé 50 ans en arrière. Donc voilà, ils privatisent le train. Quelle bêtise. Et ce que vous voulez dire à ce propos, c'est ici à Marseille, en plus, c'est la voiture. Il y a des embouteillages partout. Pourtant, on tout est fait pour la voiture. C'est que des petites rues, des sens uniques, c'est idiot, ce serait nickel pour le vélo. Un incendie dans la forêt, il y a tous les animaux qui s'en vont, sauf le colibri qui fait des allers-retours et qui va chercher avec son petit bec, il va chercher des petites gouttes d'eau, il va éteindre le feu et tout le monde lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, je fais ma part. Et que si tout le monde fait sa part, on peut éteindre le feu. Nous sommes le miroir de l'humanité. Tout citoyen de ce monde. Voilà les résultats de mon premier voyage. Je pense, pour ma part, que les gens ne sont pas remplis tant que cela de mépris face à l'un des plus gros défis que l'humanité ait à affronter. Mais comment tous nous unir face à cela? Quand certains intérêts individuels l'emportent sur le commun? Est-ce irréconciliable? Sans espoir même? Me concernant, j'ai ma petite idée d'un infime espoir. Mais pour la confirmer, il me faudra reprendre ma route et continuer de marcher.